Bon, alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation dans le cadre de la CAIC 2026. Alors je me présente, Paul Paradis, je suis membre de la SAMO et de la SAPEM, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Je fais de l'astronomie, ou je m'intéresse à l'astronomie depuis le milieu des années 60, donc ça m'intéresse depuis une bonne soixantaine d'années. Mais en ce qui concerne l'astrophoto, ben, c'est plus depuis une vingtaine d'années environ, depuis les années 2006-2007. Alors, alors assez parlé de moi. En ce qui concerne cette présentation-ci, comme je l'ai mentionné, je m'intéresse à l'astrophoto depuis 2007. Alors, je me suis amusé il y a quelques temps à revoir les photographies que j'avais prises à ce moment-là et que j'avais traitées avec les outils de l'époque. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et je me suis demandé si je ne pourrais pas améliorer le résultat, la forme, le résultat final de ces photos-là, la qualité des photos avec les nouveaux outils. Alors, j'en ai glissé un mot à Denis Bergeron, qui s'est montré intéressé, puis s'est dit pourquoi pas préparer une présentation. Alors, d'où le titre de la présentation que je vous fais aujourd'hui, redonner une seconde vie à nos vieilles images. Pourquoi pas? Alors, ceci étant dit, de quoi va-t-il être question dans la prochaine heure? Alors, rapidement, une mise en situation. Alors, en fait, en quoi consistait l'astrophotographie entre 2007 et 2010 environ? Alors, il sera question de l'équipement, c'est-à-dire les télescopes, les caméras. Au niveau de l'acquisition, est-ce que j'utilisais un logiciel particulier? Qu'est-ce que j'avais comme outil aussi pour le traitement photo? Et je vais vous montrer quelques exemples de photos qui ont été traitées avec les outils dont je vais vous parler dans quelques instants, entre 2007 et 2010. Bon, évidemment, il y a quelques années plus tard, en 2012, j'assistais pour la xème fois au colloque archaïque. Et c'est à ce moment-là que Martin Magnan nous a présenté PixInsight. Alors, je vais vous en glisser un mot aussi à ce moment-là. On va prendre ensuite le temps de traiter ensemble une de ces images-là que j'ai acquises en 2009, entre autres, c'est-à-dire NGC 2264, qui contient entre autres la nébuleuse du Côme. Et on va la traiter ensemble avec les outils de 2026, puis on va comparer le résultat 2026 avec le résultat 2009. Et je vais terminer en vous montrant d'autres photos qui ont été retraitées avec PixInsight. Et là, on pourra observer le rehaussement. Évidemment, en conclusion, bien, probablement qu'on n'a pas intérêt à acheter à la poubelle nos vieilles images. Alors, ceci étant dit, quelques exemples d'instrumentation que j'ai utilisé à ce moment-là en termes d'équipement, donc de télescope. Alors ici, par exemple, en 2007 et 2008, j'ai utilisé une lunette Skywatcher 100 mm f9. Et puis dans ce cas-ci, ben, j'avais un C11 comme étant ma lunette de guidage et je guidais à l'œil, visuellement. Je suis ensuite passé à un système un petit peu plus intéressant avec une lunette de guidage en parallèle avec ma lunette d'astrophoto. Cette fois-ci sur une monture Q6. Dans le premier cas, c'était une monture Losmendy G11. En 2009, toujours sur la même monture, si je passais à une lunette 120 mm f7.5 que j'avais mis en double plaque avec une autre petite lunette qui permet de faire le guidage. Puis comme vous le voyez, ben, je vais en parler dans quelques instants. Acquisition de photos avec une caméra Canon et guidage avec une petite caméra Orion Starshoot Autoguider. Et puis j'ai utilisé aussi d'autres instruments que j'avais sous la main. Le C11 que j'utilisais au début en 2007 pour guider, je l'ai essayé pour l'astrophoto, toujours avec la caméra Canon et puis la petite lunette de guidage ici en parallèle et la petite Starshoot Autoguider, toujours sur le G11. Et puis je me suis dit que ce serait intéressant peut-être d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intermédiaire entre 900 et 2800 ou mm de focale. Alors j'ai acquis ici une AT8 RC en parallèle aussi avec une lunette de guidage toujours sur la G11. Alors je vais vous montrer quelques exemples de photos que j'ai pris avec ces instruments-là dans quelques instants. Alors on parle de caméra, donc j'ai utilisé deux caméras. Dans un premier temps, j'avais une caméra Canon 300D normale. Alors sur le graphique que vous avez ici, vous voyez la courbe de transmission
des différentes couleurs. Et on se rend compte que pour le rouge, par exemple, l'arrêt de 656 nanomètres, là, l'arrêt H-alpha qui est attribué à l'émission de l'hydrogène dans les nébuleuses, bien évidemment, la transmission n'était pas très très bonne. Alors, ce qui fait que je suis passé assez rapidement à une caméra 350D, mais défiltrée. Et là, on voit que la courbe de transmission est beaucoup supérieure à celle que j'avais tantôt. Donc, comme vous allez le voir tantôt aussi, je me suis permis de photographier plusieurs nébuleuses avec ce système-là, qui était assez performant. Le seul problème, c'est que les caméras Canon ne sont pas refroidies, donc il y a un compromis à faire entre la température d'acquisition des photos puis la température des darks. Évidemment, je ne faisais pas de dark à la fin de chaque séance de photos, puis même entre le début de la nuit et la fin de la nuit, les températures aussi peuvent changer. Donc, ça limite un peu la qualité des images finales. Alors, j'ai utilisé aussi un filtre anti-pollution, IDAS, LPS. Bon, je pense bien que c'est le P2. Alors, on se rend compte ici que ça coupe évidemment l'ultraviolet puis l'infrarouge, ce qui est très intéressant. Donc, ça permet d'avoir des mises au point plus intéressantes. Et puis, évidemment, il y a des trous de transmission qui correspondent, comme on va le voir sur la diapo suivante, qui correspondaient aux sources de pollution à l'époque, c'est-à-dire le mercure, comme ici. On en a quelques-uns. Ensuite, l'hélium, ben ça, c'est pas vraiment intéressant, mais surtout le sodium. Alors, avec ce filtre-là, on pouvait nettoyer un peu nos photos. Évidemment, il était question d'acquisition. Donc, l'acquisition, elle a été gérée avec un logiciel que vous connaissez probablement plus, là, qui s'appelait à l'époque DSLR Focus, puis qui permettait de gérer l'acquisition avec des caméras numériques, là, DSLR. Donc, ça, c'était très intéressant. Ensuite, guidage, évidemment, ça c'est important aussi. Donc, assez rapidement, j'ai utilisé PhD Guiding avec la Starshoot Auto Guider qui est ici. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps, même jusqu'à assez récemment. Et finalement, une question qui est importante, à laquelle on réfléchit souvent, c'est à savoir, bon ben, est-ce qu'on doit déplacer notre lunette entre chaque photo pour éventuellement avoir une plus grande flexibilité quant au nettoyage des photos, le retrait des pixels chauds par exemple. Alors ça, bon, à l'époque, ce que j'avais appris, c'est qu'il fallait que la mise en station soit la plus parfaite possible pour que les étoiles ne bougent pas. Alors le dithering, je ne connaissais pas. Ça donne évidemment ça aussi. Ça limite aussi évidemment la qualité des images finales, mais bon, vous allez voir, c'est quand même pas une impossibilité ou un défaut majeur. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, comment je traitais mes photos? Alors, au début, dans les années 2007-2008, bon, je faisais le pré-traitement de mes photos avec un logiciel qui s'appelle Iris, qui n'était pas très convivial, mais qui fonctionnait très bien, un logiciel développé par M. Buil, qui est à la base, là, la source là, maintenant des Solex et Starex et tout ça, là. Ensuite, j'utilisais aussi pour le processing, le traitement, le Adobe Photoshop CS avec des actions de carbonie, c'est-à-dire des scripts qui ont été développés par ce monsieur-là pour justement le traitement des images avec l'astrophoto. On sait que Photoshop n'est pas dédié à l'astrophoto, mais avec les actions de carbonie, on pouvait améliorer sensiblement le résultat final. Alors, quelques exemples de photos que j'ai traitées avec les outils dont je viens de vous parler. Alors, par exemple, avec ce système-là, donc la caméra installée au foyer de la lunette de 100 mm f9 et le guidage, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, premier objet, c'est double amas de percée. On voit ici évidemment les deux amas avec la lunette, avec la caméra 300D. Donc 15 images de 5 minutes, donc un petit peu plus qu'une heure. Et on voit quand même que quelques étoiles ici ont un peu de couleur, ce qui est intéressant. Est-ce qu'on peut améliorer ça? On va le voir un peu plus tard dans la présentation. Un autre objet que j'ai photographié aussi en 2007, c'est-à-dire la lagune M8, avec le même système que tantôt. L'ISO a changé, c'est un peu moins sensible, c'était ISO 400 pour avoir moins de bruit de fond. Évidemment, ce n'était pas énormément de temps d'acquisition, donc 8 fois 3 minutes.
mais quand même, vous allez voir tantôt qu'il y a du data là-dedans. Un autre objet aussi, c'est la combinaison M97 puis M108. Ici, M97, nébuleuse planétaire, puis M108, les galaxies, toujours avec le même système. Quoique là, ici, j'avais changé de caméra. J'étais passé à une caméra défiltrée en 2008, une année plus tard, ISO 800, avec 20 x 180, donc 1 heure d'exposition. On ne voit pas grand-chose, mais à l'époque, considérant la maîtrise que j'avais des outils, je considérais qu'un résultat comme ça, c'était intéressant. Alors, d'autres exemples avec encore la même lunette, mais cette fois-ci guidage avec une lunette en parallèle, avec le Starshoot. On a ici par exemple M35 qui est ici, et ici NGC 2158, je pense bien, avec la 100 mm, la caméra défiltrée. On a l'équivalent de 15 x 4, donc on a 1 heure à ISO 800. Dans 2008, toujours en 2008, cette fois-ci la nébuleuse du Crabe, M1. Si on zoomait la photo, on verrait qu'il y a quand même un peu de couleur, on voit qu'il y a quand même un peu de détails. C'est quand même intéressant, c'est 29 x 3 minutes, donc on a 1 heure et demie d'exposition avec ça. En passant, ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai des aigrettes avec une lunette, je mettais des soies dentaires devant l'objectif de ma lunette. Je trouvais ça cute, des aigrettes. Encore une fois, le même système que tantôt. Alors cette fois-ci, 4 x 3 minutes. Là, évidemment, je n'ai pas exagéré. Là. Bon, ça, c'est l'époque où j'essayais de photographier le plus d'objets possible durant la même nuit. Donc, ce qui fait que de temps en temps, j'avais des temps d'exposition relativement courts. Alors ici, on a M55, M65, M66 et puis le Hamburger, NGC 3628. Il y a moyen de faire mieux que ça. Alors là, cette fois-ci, on passe à la lunette de 120 mm f7.5. Déjà, là, il va y avoir une nette amélioration au niveau de la qualité des images, de l'information acquise. Alors ici, on a l'NGC 2264 qui contient la nébuleuse du cône, donc la lunette de 120, la caméra défiltrée avec le filtre anti-pollution. On a ici 13 x 4 minutes, on a presque 1 heure. On voit un petit peu la nébulosité bleutée, on voit le cône, on le distingue à peine. C'est cet objet-là qu'on va traiter tantôt avec PixInsight. On passe à M106, toujours en 2009, toujours avec les mêmes objets. Alors ici, 23 x 4 minutes. Donc 23 x 4, ça fait quoi là? Ça fait 92, ça fait 1 heure et demie. Bon, on voit le bulbe central de M106, mais on distingue à peine l'extérieur ici. Il y a un halo quand même très intéressant dans M106 qu'on peut essayer de mettre en évidence davantage avec les nouveaux outils. On va parler aussi de M3, une amas globulaire, 23 x 4 minutes. Donc ici, on a quand même, c'est intéressant. L'amas globulaire ici, à l'époque, je le trouvais très très bon. Je pense que là, on a quand même un résultat très intéressant. Le fond de ciel un petit peu noir peut-être. La galaxie ici à peine visible. Mais on va voir tantôt qu'on peut aller chercher davantage. On peut augmenter l'intensité de la luminosité. On peut voir davantage d'étoiles en périphérie de l'amas globulaire. Ça va être intéressant. Quelques images maintenant avec le C11, avec un réducteur de 6.3. L'anneau de la lyre, c'est ce que j'avais obtenu à l'époque. C'est quand même intéressant. Puis quelque part ici, il est supposé avoir une petite galaxie dans ce coin-là, que je ne vois pas vraiment très très bien. Bon, j'avais pas évidemment beaucoup de temps non plus, c'est 10 x 4 minutes, donc 40 minutes, c'est pas très très long, mais étant donné que l'objet ici est relativement brillant, c'était quand même intéressant. On a ici aussi le cocon, 21 x 4 minutes, donc on a 80, on a plus qu'1 heure. On voit ici vraiment le cocon, très bien. Mais il y a moyen d'améliorer ça, d'avoir plus de couleurs, plus de détails aussi. Et finalement, avec la T8RC, donc c'est 200 mm à f8, donc c'est une focale d'à peu près 1600. Donc j'ai photographié la galaxie NGC 2903. On voit pas beaucoup de couleurs, mais on voit quand même les bras spiraux. Je trouvais ça intéressant. C'est quand même 80 minutes d'exposition. Mais bon, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça? On va le voir tantôt. On a ici la région ici de M100, 10 x 4 minutes. Donc ça, c'est à peu près 3 quarts d'heure. C'est pas beaucoup, mais quand même.
On va améliorer le résultat aussi éventuellement. Et finalement, NGC 6888, le croissant. Ici, c'est 25 fois 8 minutes. Donc, on a 25 fois 8, ça donne 200 minutes. Donc, on a un peu plus de 3 heures, presque 3 heures et demie. Donc là, le résultat, on voit déjà, ça c'était quand même intéressant. On voit quand même pas mal de détails au niveau de la nébuleuse. Évidemment, si c'était en bande étroite, ça serait encore mieux. Mais déjà en RGB, c'est intéressant. Donc, comme je vous le disais tantôt, à partir de 2012, j'ai découvert PixInsight, qui va remplacer à partir de ce moment-là les autres outils dont je vous ai parlé tantôt. Pourquoi je suis passé à PixInsight? Qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? C'est ceci. Alors, on parle. Alors, l'ACAIC 2012, c'était au printemps 2012. À l'automne précédent, en novembre-décembre, j'étais allé avec le groupe de la SAPEM au Chili, dans le désert d'Atacama, et j'avais pris une photo de NGC 253, la galaxie du sculpteur. Je l'avais traité avec CCD Stack, pré-traitement, et c'est Photoshop CS, c'est les actions de Carbonie en traitement, et j'avais obtenu ceci. Bon, j'avais trouvé ça intéressant. Alors, j'ai assisté à la CAIC, j'ai assisté à la présentation de Martin, j'ai pris des notes et j'ai refait le traitement de cette galaxie-là quelques jours plus tard, puis j'ai obtenu ceci. Et là, je me suis dit, bon, mais là, je pense que je comprends comment ça marche, le traitement d'image, puis ça va être mon cheval de bataille, là, ça va être mon outil de privilégié pour les prochaines années. Puis là, je m'en sers depuis déjà 2012. Alors donc, on est prêt maintenant à traiter notre image là, de NGC 2264 qui a été acquis en 2009. Vous avez vu qu'est-ce qu'on avait obtenu comme résultat en 2009. On ne voyait pas grand-chose. Donc, on va essayer avec les outils de PixInsight 2006 de faire quelque chose de mieux que ce qu'on a obtenu tantôt. Alors, à suivre. Alors, nous voici dans PixInsight, comme prévu. Alors, la première chose à faire quand on veut traiter nos images, c'est de les examiner rapidement. Alors, je vais passer à travers ces différentes étapes-là. Alors, dans les process ici, j'en ai quelques-uns, dont le premier qui sont classés par ordre alphabétique, c'est Blink. Alors, Blink va me permettre de voir si toutes mes images sont utilisables. Alors, je vais aller ici dans Expansion, Archaic, dans NGC 2264, dans les lights. Et là, j'en ai 15 en principe. Je vais les ouvrir. Et voilà. Donc, je vais m'assurer que j'ai une STF, là, une visualisation maximale pour chacune des images. Alors, je vais les passer une après l'autre rapidement. On voit qu'il y a des petits nuages qui arrivent. La mise au point n'est pas tout à fait parfaite à toutes les étapes, mais même si on zoome un petit peu ici, là, on se rend compte que ça bouge un petit peu. Mais quand on va combiner tout ça, ça devrait être beau. Alors, ceci étant dit, c'est parfait. Alors, je vais tout simplement réduire ici Blink et puis je vais venir le placer en retrait s'il veut bien suivre jusqu'ici. Alors, l'étape suivante ensuite, c'est que je vais avoir besoin d'une correction cosmétique pour nettoyer mes images. Alors, je vais la créer tout de suite. Le plus simple, autodétecte les pixels chauds et les pixels froids. Les pixels froids, je vais monter ça à 4. C'est plus simple ici. Voilà. Je vais sauver le template. Je vais l'appeler Cosmetic Correction. Je le mets en retrait. Je vais en avoir besoin tantôt pour mon opération de pré-processing. Alors, ceci étant dit, je suis prêt maintenant à aller chercher dans les scripts le WBPP qui devrait s'ouvrir dans les prochaines minutes. On s'assure ici qu'on fait une mise à jour, donc on remet à zéro tous les éléments. Je vais l'étirer un peu pour pouvoir voir le résultat. Et voilà, donc tout ce qu'il faut faire, c'est mettre les bias, les dark, les flat et les light à la bonne place. Donc je vais commencer par lights ici.
Bon, comme ils sont déjà identifiés, mais si on n'est pas sûr là, avec des fichiers qui datent d'aussi loin et puis avec des caméras où l'information n'est pas très très pertinente, alors je m'assure ici que ce sont des lights. Alors je vais cliquer sur lights, puis je vais les sélectionner. Open. Et là, il me dit qu'il y a 15 images qui ont été insérées. On les voit. Là, on a la date d'acquisition, mais on n'a pas d'autre chose. Parfait. L'étape suivante, les bias. Alors, je n'irai pas avec Files parce que on va voir les bias comme la façon dont ils sont notés, là. Ils ne sont pas identifiés tels quels. Donc, il faut que je lui dise à mon système. Alors, ici, les bias sont là. Quoi qu'ils sont identifiés. Peut-être que ça serait faisable. Mais bon, je ne prends pas de chance. Alors, je mets ici Open. Ils vont tous apparaître l'un après l'autre. Les bias sont là. D'accord. Ensuite, on va aller chercher les darks. Est-ce que les darks sont bien identifiés? Peut-être qu'ils le sont aussi, mais on ne prend pas de chance. Ah, ils sont identifiés. Donc ça va bien aussi. Mais ils vont aller se placer automatiquement dans la bonne section. Et ensuite, les flats. Là, les flats, vous allez voir la façon dont ils sont identifiés. C'est IMG. Ça, c'est certain qu'il ne va pas les reconnaître. Alors, je lui dis, je précise que ce sont des flats. Ils vont aller se placer à la bonne place. Alors, donc, mes lights sont là. Ensuite, je vérifie que tout est bien beau. Alors, si je clique ici, je vois que les flats et puis les darks vont s'allumer. Donc, ils sont en lien, les trois, l'un avec l'autre. Si je mets ici les flats, ce sont les bias qui vont s'allumer. Ils vont servir à calibrer les flats. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je reviens ici avec mes lights. Je vais m'assurer ici que je choisis ma correction cosmétique. Ce sont des images CFA, des images couleurs. D'accord? Mais, comme on va le voir tantôt, il est préférable de lui spécifier quelle est la mosaïque là, de Bayer. Alors, c'est du RGGB. Le reste ici, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais configurer ici pour m'assurer que je vais avoir le maximum de qualité. Ça, c'est réglé aussi. Ensuite, dans la post-calibration ici, on y va avec l'image combinée, mais on pourrait produire aussi les images séparées RGB. On verra si ce n'est pas vraiment pertinent. Et là, vous avez la suite ici de toutes les opérations. Mais là, vous voyez qu'il va utiliser ici la solution astrométrique. Ça, c'est un petit peu embêtant, considérant que le FitSadder n'est pas suffisamment complet. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir au light ici, puis je vais désactiver la solution astrométrique. Dans l'intégration aussi, je vais ajouter une chose, je vais ajouter l'opération qui permettrait d'enlever les traces de satellite. J'en ai pas vu, mais bon, on ne prend pas de chance. Alors ça, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire avec ça? On va ici utiliser l'alignement automatique. Donc, c'est lui qui va décider quelle est l'image de référence. Puis ensuite, ici, au niveau de l'output, on va aller se placer ou choisir ce répertoire-là, le pré-processing WBPP, Open. Et là, en principe, tout devrait être beau. Je clique Diagnostic, il n'y a aucun problème, je clique OK. Puis normalement, à cette étape-ci, je cliquerai sur Run et éventuellement, il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire que tout le pré-traitement va se faire automatiquement. Alors, ceci étant dit, on va se revoir. En fait, je vous reviens dans quelques minutes lorsque le pré-traitement va être fait. Bon, alors nous voici à l'étape du traitement de nos images. Le pré-traitement est terminé. Alors, on va aller jeter un coup d'œil sur le contenu de ce répertoire-là. Alors, je vais ici avec File, je vais utiliser Open. Je suis dans Expansion, Archaic 2026, NGC ici, et ensuite, on est ici. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les masters. Il y en a un qui est autocroppé, puis l'autre qui ne l'est pas. Puis la référence, ben ça, c'est au niveau de la Local Normalization. Alors, ce qu'on pourrait faire, on va utiliser Autocrop. Je pense que ça devrait être parfait. On va l'ouvrir. Une image RGB.
Et voilà. Donc ça c'est un masque qu'on n'a pas besoin. Alors ici, ça c'est mon image. Je vais tout de suite la nommer RGB. Par la suite, on va l'afficher en utilisant Screen Transfer Function. Donc c'est une visualisation de l'image. Bon, si on y va en stretchant les trois canaux de façon identique, c'est plutôt verdâtre, ce qui est normal. Donc on va ici délinéariser, en chinois délinker les canaux. Et ça, c'est ce que j'obtiens dès le départ. Bon, évidemment, mes darks ici, comme c'est une caméra numérique qui n'est pas refroidie, les darks n'ont pas nécessairement la même température que les images du ciel profond, donc ça crée des petits problèmes, mais on pourra éventuellement nettoyer le tout. Alors, si on zoome un peu, on se rend compte que les étoiles, bon, évidemment, ne sont pas tout à fait rondes. Il y a des petits problèmes de mise au point, des petits problèmes de suivi aussi, mais il ne semble pas y avoir de pixels chauds vraiment achalants. Alors, l'objectif, là, c'est d'avoir une belle image. Alors, je vais commencer par utiliser un premier outil qui va me permettre d'arrondir mes étoiles. Donc, c'est un process ici qui a été créé par M. Russell Croman qui s'appelle le Blur Exterminator. Et quand on fait Correct Only, regardez bien le résultat. Ça ne sera pas très long avec un Mac. Et voilà, c'est fait. Bon, est-ce que les couleurs sont parfaitement alignées? Ça, c'est peut-être pas tout à fait le cas. On pourrait éventuellement extraire les trois couches, réaligner le rouge et le bleu sur le vert, puis recombiner tout ça. Mais bon, pour les résultats qu'on cherche, là, ça ne devrait pas être essentiel. Alors, je vais sauver ici ce process-là. Je vais l'appeler Blur XT. Correct on CORR sur RGB. Voilà, ça c'est ma première étape. La deuxième étape, bien évidemment, comme ça a été pris à la rosette à Hemingford, il est fort possible qu'il y avait de la pollution lumineuse un peu. Est-ce qu'elle avait la lune ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie dans mes notes, là. Mais de toute façon, on va essayer de se débarrasser du gradient s'il y en a un. Puis éventuellement, peut-être que celui-là ici, on pourra le réduire aussi. Donc là, je vais utiliser un autre process. Alors là, il y en a plusieurs process. Il y a ABE, Automatic Background Extraction. Il y a DBE, Dynamic Background Extraction. Mais il y en a un autre qui est plus automatique, puis qui va être pratique aussi parce qu'on a beaucoup de nébulosité. Lui-même va choisir ses échantillons pour analyser le fond de ciel. GraExpert. Il permet aussi de réduire le bruit, mais moi je m'en servirai uniquement pour extraire le fond de ciel. Alors on va faire une soustraction. Et puis là j'ai le choix, est-ce que je veux que le modèle soit smooth, excusez l'anglicisme, ou pas. Mettons que je vais y aller avec quelque chose de smooth quand même. Là, le gradient ne doit pas être si complexe que ça. Et puis je vais l'appliquer. Alors ça crée une nouvelle image. On va le voir dans quelques instants. Puis pendant que ça travaille, vous remarquerez aussi que l'image que j'ai là, STF, est déjà meilleure que ce que j'avais obtenu en fin de traitement en 2009. Alors ça, c'est mon image maintenant. OK, alors ce que je pourrais faire, je pourrais aussi refaire, cette fois-ci, linker le STF. Ça ne changera pas grand-chose. On va remarquer aussi qu'éventuellement ici, là, le fond de ciel est maintenant relativement neutre, ce qui est intéressant aussi. J'ai plus cette teinte verdâtre. Alors je vais tout simplement réidentifier cet objet-là. Je vais l'appeler RGB GraX. Mon fond de ciel est ici. Ça, c'est le modèle qui a été calculé. Entre autres, vous voyez que dans le coin ici, on a enlevé beaucoup de luminosité. Puis, je vais l'appeler ici RGB underscore. Bon. Alors, je vais garder ça en réserve. Bon, moi, je garde plein de choses en réserve, là. C'est mon choix. Alors, évidemment, ça aussi, le process, je vais l'appeler GraX qui a été appliqué sur RGB. Je mets ça ici en réserve, de ce côté-là. Voilà. Bon, alors, on peut ici, éventuellement, si on peut aussi comparer, blinker les deux images.
manuellement. Alors ça, c'est l'original. Ça, c'est la nouvelle image. C'est déjà mieux. Parfait. Alors, je vais ranger mes images. J'aime bien avoir de l'ordre, savoir où je m'en vais, avec un range ici. Puis là, je les place. OK, maintenant, l'étape suivante, on pourrait peut-être réduire un peu les étoiles. Puis on pourrait peut-être en même temps aussi améliorer un peu peut-être la structure ici, faire apparaître un petit peu de détails. Pas évident là. Alors l'outil que je vais utiliser, c'est encore Blur Exterminator, mais cette fois-ci avec les outils de Stellar Adjustment et puis de Non-Stellar Adjustment. Bon, ici, alors le Sharpening de Stars à 0.5, moi je le trouve peut-être un petit peu agressif. Je vais le baisser un peu à 0.4, puis on va voir ce que ça va donner. Je ne mettrai pas de halo, c'est pas nécessaire. Et puis alors ici pour augmenter, améliorer un petit peu le détail, le sharpening, je vais monter ça ici à 0.75. Ça ne devrait pas être si mal. Puis on va essayer. On l'applique. C'est assez rapide donc. Alors qu'est-ce qu'on a avant, après? Alors ça c'est maintenant, avant, après. On a réduit un petit peu les étoiles, ce qui n'est pas mauvais. On y va avec ça, c'est parfait. Alors on va sauver cet outil-là. On va l'appeler Blur XT, je vais l'appeler Stars pour indiquer que c'était le rétrécissement des étoiles sur RGB GRAX. Voilà, ça c'est réglé aussi. Maintenant, l'étape suivante, bien, ça va être de faire la calibration des couleurs. Ce qui n'est pas encore fait. C'est pas, bon, on n'est pas loin, là, mais c'est quand même, on a quand même du travail à faire encore. Pour ça, je vais utiliser SPCC, mais j'ai besoin d'avoir une solution astrométrique. OK, alors donc je vais commencer par faire cette solution astrométrique. Donc j'ai un script ici dans Astronomy qui s'appelle Image Solver. Alors ce qu'il faut lui dire, là, c'est il faut lui donner les coordonnées pour qu'il puisse savoir, pour qu'il puisse identifier les étoiles, NGC 2264. Alors on dit Search. C'est fait, comme ceci. Puis là, je vais juste comparer les coordonnées que j'avais avant. 60953, on n'était pas loin. On va dire OK. Ensuite, la date, bon, ça, il l'a trouvé dans le FitSetter. J'ai une caméra donc de 6.4 mégapixels. Ça, c'est donné dans les caractéristiques de la caméra. Ma longueur focale 900, on n'est pas loin. OK, j'ai déjà fait. On peut mettre 900 ici, tel quel. Et on lui dit, vas-y, calcule-moi ça. Il va fouiller dans ses bases de données. Il va trouver des étoiles dont on connaît les caractéristiques photométriques. Et ensuite, il va faire le calcul pour ajuster les couleurs de tous mes objets. Alors, il fait quelques itérations. Il en a fait 4, c'est super. De temps en temps, il en fait plus que ça, là. Alors, donc, ça, c'est réglé. Et là, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de trouver une zone de fond de ciel. Alors là, on va fouiller un petit peu. Est-ce qu'ici, ça serait peut-être pas si mal? 51, 75, 75, 57, 54. Bon, mettons. On va se prendre un petit preview ici, puis on va supposer que ça, c'est le fond de ciel. OK. Et là, on va à ce moment-là... Bon, ça, c'est beau. Est-ce que ça a de l'allure, ça? Ou si on va peut-être le tasser plus ici. Bon, si on considère que c'est un petit peu trop proche de la nébuleuse, on va activer cet objet-là, puis on va le déplacer ici, puis on va le mettre ici. Parfait. Puis là, je vais juste vérifier une chose. J'ai un outil statistique qui va me permettre de savoir qu'est-ce qu'on a déjà comme valeur moyenne dans cet échantillon-là. J'ai 66, 65, 67, 02, 67, 36. Un petit peu moins de rouge, puis un petit peu plus de vert et de bleu, mais pas beaucoup plus. Si on s'en tenait à 2 décimales, ici, j'aurais 67, 67, 67. Donc, on n'est pas loin. Puis l'intérêt, c'est qu'en faisant SPCC, Spectrophotometric Color Calibration, il va aussi neutraliser le fond de ciel. C'est intéressant, c'est un plus. Alors, je vais mettre ça ici.
je vais aller chercher mon process, spectrophotométrique color calibration, et non pas flux, mais color calibration ici. OK. Première chose, on va fixer le background. Voilà, on l'ajoute. On va tout simplement réduire ici parce qu'on va avoir une autre image qui va apparaître dans quelques minutes quand on va traiter. Puis là, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de déterminer quel est le type d'image qu'on a ici. Alors, avec une caméra couleur, on laisse ID QE Curve. Et puis moi, ce que j'ai, c'est une 350, mais une 300, c'est pareil, c'est une Canon. Donc le rouge, le vert et le bleu. Après ça, donc, il va générer un graphique pour que je vois si les points se retrouvent bien sur des courbes. Il va chercher aussi dans son catalogue. Et je le laisse travailler. Voilà, c'est parti. Voilà qui est fait. Alors, on s'attend à ce que les points ici qui correspondent à des étoiles pour lesquelles on connaît les valeurs des caractéristiques photométriques, ça se retrouve sur des droites. C'est quand même bon. Je vais tout simplement ici réappliquer STF. On voit ce que ça donne. Bon, moi, je me fais une capture d'écran pour me rappeler qu'est-ce que ça a donné. Je peux sauver aussi cet objet-là. On est là, il va falloir que j'aille voir où est-ce qu'on va aller. Attendez, on va aller ici à CAIC dans NGC 2264 dans Processing. Cet objet-là ici, je vais l'appeler SPCC RGB GRAX. C'est sauvé. Je peux le garder en réserve. C'est peut-être pas essentiel, mais bon. Puis lui, ici, je vais le renommer. Je vais l'appeler SPCC. Puis le process, je vais le sauver aussi. Je vais l'appeler SPCC RGB GRAX. Parfait. Puis je peux vérifier si mon fond de ciel est bon. 3849, 3837, 3839. Je pense qu'on est en affaire. Alors ça, c'est mon image maintenant. L'étape suivante, on va peut-être un petit peu moins. L'étape suivante, c'est maintenant de stretcher. Cette image-là est toujours linéaire. Donc là, je vais la stretcher. C'est-à-dire que je vais étirer l'histogramme, parce que si on regardait l'histogramme ici, si je vais chercher histogramme transformation, puis que j'active, je vois que le pic ici, ou la courbe d'histogramme est complètement tassée sur du côté sombre du graphique. Alors c'est normal aussi parce que statistiquement, les valeurs sont à 0.00038 là. C'est pas très gros. Ça varie entre 0 et 1, là, puis quand c'est blanc ou presque, on devrait être à 0.6, 0.7, 0.8, donc c'est normal. Alors donc, on va étirer ça. Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait utiliser directement l'histogramme transformation, mais depuis quelque temps, on a un autre outil qui a été développé par les gens de PixInsight, qui avait été développé aussi, je pense, d'équivalent en Cyril, qu'ils se sont parlé, en tout cas, ou ils se sont ostinés, là. Puis, ils ont sorti cet objet-là, qu'on appelle, je vais dire le bon mot, Multiscale Adaptive Stretch. OK. Alors, bon, par habitude, moi, je me dis, je vais garder une copie de mon image linéaire ici. Et puis, je vais appliquer le stretching sur la copie. Alors, je vais me faire ici un clone qu'on va réduire un petit peu.
Je vais garder aussi le preview qui me sert de fond de ciel, ici. Alors, celui, je vais le ranger. Le clone ici, je vais l'appeler MAS. Et cette image-là, on va la stretcher. Alors, premièrement, évidemment, la chose à faire pour commencer, c'est de faire un reset, d'enlever le STF. Puis ensuite, on va commencer par aller placer... Bon, alors ici, il y a des valeurs ici qui vont me donner le fond de ciel qu'on peut ajuster, l'agressivité, le dynamic range, ça c'est pour jouer sur la luminosité, un petit peu la structure, un peu de contraste ici aussi, ou encore la calibration des couleurs, la saturation. Mais le fond de ciel ici, donc je vais prendre mon preview, puis je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Puis pour s'amuser, pour commencer, on va utiliser le Real-Time Preview, puis on regarde ce que ça donne. Ça, c'est ma première image. Bon, c'est sûr que comme il y a beaucoup de nébulosité partout, alors là, on est ici à peu près, là. Alors peut-être qu'on pourrait augmenter un petit peu le fond de ciel. Peut-être le monter, que ce soit un petit peu plus lumineux. Bon, 0.8 peut-être, mettons. On pourra l'ajuster après. On peut aussi jouer avec l'agressivité. OK, donc ça, c'est plus lumineux ici. Donc 0.8, peut-être 0.85 même. On peut jouer aussi avec le dynamic range, en enlever, on peut en ajouter, on peut peut-être 0.25, ça pourrait être intéressant. On peut jouer aussi avec le scale separation, c'est-à-dire sur les niveaux sur lesquels on joue. Bon, d'habitude, moi, à 512, dans ce coin-là, c'est bon, là. Les étoiles, bon. On peut jouer aussi avec ça ici. Ça change pas grand-chose. Alors, on peut dire, OK, bon, ben, on va l'appliquer. Et voilà, ça c'est ma première image, MAS, qui est stretchée. Puis là, on voit que statistiquement ici, si on regarde MAS Preview 1, je suis à 177, 160.8, 176, 175, un petit peu plus de rouge qui est normal. Et puis là, je vais sauver MAS ici. Sur RGB, GRAX, SPCC. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est le problème? Bon, j'ai mis un plus. Mauvaise idée. Il faut mettre évidemment un underscore. Parfait. Alors, on ferme ça ici. Alors là, c'est stretché. C'est pas parfait pour l'instant. Les étoiles sont quand même pas si pires. Il y a des petites variations sur les étoiles les plus brillantes, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, deux choses à faire. L'étape suivante, on va réduire le bruit. Donc, je vais me faire ici un petit preview dans ce coin-là, mettons. Okay, puis je vais monter à 3 pour 1, ce qui est raisonnable. Puis là, je vais aller chercher un outil qui va me permettre de réduire le bruit, un autre outil de Russell Croman qu'on appelle Noise Exterminator. Alors, je peux remettre à Reset. On va jouer avec la couleur, la réduction aussi. Bon, alors, donc, on va jouer avec la réduction du bruit, puis la couleur. Comme le bruit est quand même assez intense, je vais monter ici l'itération à 4. Pour le reste, on va le laisser comme ça, puis on va l'appliquer. Puis on va voir. Bon, ben pour l'instant, ça semble pas si mal, mais ça semble... J'aimerais garder un petit peu de texture dans le fond de ciel. Parce que si on regarde avant-après, là... Avant-après... On en a enlevé beaucoup, mais peut-être qu'on peut en garder un petit peu. Alors, je vais le mettre à 80... On va essayer 80. Je le réapplique. Sur un preview, ça va. Là, il en reste un petit peu plus. Peut-être 85. Voilà. Donc, on est content avec ça.
puis on l'applique sur toute l'image, premièrement. Donc ça, c'est la première chose à faire. On a réduit le bruit. On peut enlever le preview maintenant qui ne sert à rien. On va sauver ou garder en réserve le process. Donc là, c'est Noise XT sur RGB, GRAX, SPCC, MAS. Voilà. Bon, une autre chose maintenant. On a l'impression qu'il y a peut-être une espèce de petit relent de verre là-dedans. Alors si on allait chercher SCNR, un autre process qui permet de réduire un peu cette tendance-là, ce biais vert, ça va peut-être mettre un peu plus de bleu. Est-ce qu'on est plus content avec ça? Avant, après, je pense que oui. Hein? Bon, ça c'est plus bleuté, ça je trouve ça intéressant. Donc, on sauve ça aussi, SCNR, sur RGB, GRAX, SPCC, MAS, voilà. Puis l'étape suivante, comme on a une nébuleuse avec beaucoup d'étoiles, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les étoiles pour pouvoir travailler uniquement sur la nébuleuse. Donc, je vais me faire ici une copie parce qu'on va la perdre. Celle-ci, je vais la réduire, puis la ranger avec les autres. Et puis là, je vais appliquer l'outil qui va me permettre d'extraire les étoiles de cette image-là que je vais appeler Star Exterminator. Le troisième outil de Russell Croman qu'on a à la fin ici, Star, c'est S. Voilà. Bon, il y a quelques étoiles qui sont grosses, donc je vais garder le Large Overlap. Puis le reste, On-Screen Stars, c'est bon pour garder la couleur. Le reste, puis je veux générer des étoiles aussi, si je ne veux pas les perdre, mes étoiles. Et là, je l'applique. Alors, on se retrouve avec avec ici des étoiles uniquement. Bon, je vais enlever le clone qui ne sert à rien. Ça, c'est mes étoiles. On va tout simplement les sauver et réduire. Puis de l'autre côté ici, ben, je vais enlever clone, puis je vais le remplacer par Starless. Je réduis les deux. Je vais les ranger aussi pour ensuite travailler sur un ou l'autre. Et je vais aussi sauver le process. Je vais l'appeler Star XT sur RGB. Là, je vais réduire un peu MAS Starless. On sait que c'est SPCC, là, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Alors, c'est le Starless qui m'intéresse. On peut réduire un petit peu. OK. Bon, on peut peut-être commencer par essayer de se débarrasser de cette petite tache ici, là, qui est un petit peu agaçante, là. Il existe quelques outils pour le faire. Ça pourrait être un clone stamp, mais on pourrait peut-être essayer aussi un autre script qui est dans la série de SETI Astro, qui s'appelle Blemish Blaster. On va tout simplement aller de ce côté-là. Ici, on va descendre pour aller chercher la zone qui m'intéresse. C'est là. Puis en appuyant sur CTRL ici, je vais être capable de faire un cercle. Je vais remplacer ce qui est là par ce qui est autour. Je fais Execute. Ça a-tu de l'allure? C'est-tu mieux que c'était avant? Moi, je dirais que oui. Bon, de toute façon, c'est un petit point, ça va être moins laid. On dit Apply. On dit Exit. Il me demande si on veut sortir. Ben oui, c'est fini. OK, c'est moins pire. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment important dans ce coin-là. Pourvu, c'est plus beau. OK, l'étape suivante maintenant. Peut-être qu'on pourrait utiliser ce qu'on appelle une courbe en S avec Curve Transformation, juste pour essayer
d'améliorer un petit peu la luminosité de la nébulosité, puis peut-être essayer de baisser un petit peu le fond de ciel, ce qui serait noir, là. Par exemple, ok, c'est ici quelque part, là. Alors, ce qui est à gauche de ce point-là, on pourrait le baisser, puis le reste, on pourrait le monter un peu. Alors, mettons que je mettrai un point ici, là. On va faire un real-time preview. Oups, attendez, on va juste tasser ça un petit peu, là. Mettre ça ici pour que ça soit facile d'accès. Puis là, je ferai ceci. Pas trop, juste un petit peu. Pour faire ça, mettre en évidence un petit peu plus la nébulosité. Alors, avant, après, c'est un peu mieux. Est-ce que c'est très lumineux? Ok, le rouge ici est passé de 0.27 à 0.32. On n'a pas exagéré. Le bleu est passé de 0.50 à 0.59. C'est pas exagéré non plus. C'est un beau bleu en plus. Parfait. Donc on applique ça. Parfait. On pourrait peut-être l'appliquer 2 fois même. Je sais pas si ça va à peine, là. Peut-être pas. Quoique, on ne sait pas trop, là. Peut-être avoir un autre outil tantôt pour faire ça. Alors, je vais ici aller avec... ça, on appelle ça Curve. Je vais l'appeler K. Sur RGB, Mass, Stylus. On pourrait faire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Bon, on pourrait peut-être améliorer encore la couleur, à savoir avec un autre script qui est dans Toolbox ici, qui s'appelle Selective Color Correction. On va zoomer un petit peu, qui me permet de sélectionner ou de créer un masque en fonction de la couleur. Par exemple, ici, le rouge, là, il a créé un masque comme ça. Alors, tout ce qui est blanc va être touché par l'action que je vais poser, puis ce qui est rouge, puis ce qui est plus foncé, ben ça va être bloqué. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être éventuellement, ça serait peut-être encore une fois d'augmenter la couleur, la luminosité. Un petit peu plus. Mais juste ce qui est couvert par le masque. OK, par exemple ceci, un petit peu plus. Puis là, il s'agirait de mettre un peu plus de couleur là-dedans. Est-ce qu'on augmente le rouge? On peut peut-être augmenter le rouge. On peut essayer. Là, c'est une question de goût. Est-ce qu'on augmente encore un peu le rouge? OK, ça c'est ce qu'on avait avant. Ça c'est ce qu'on a maintenant. Pas laid. Si on diminue le cyan, ça va te donner une teinte de rouge un petit peu différente encore. Un petit peu plus comme ça. Alors peut-être qu'on peut augmenter encore un peu ici. Comme ça, comme ça. Est-ce qu'on trouve que c'est trop? Bon, là, c'est une question de goût. Mais là, le problème, c'est que je ne peux pas mettre mon curseur pour savoir quelle est la valeur ici, quelle est l'intensité. On va l'appliquer. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est beau. On va le fermer. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on a. Ben, là, on est à 90 et plus. Là, c'est quand même, on ne peut pas faire grand-chose de plus ici. Là. OK. Fait que là, ce que je pourrais faire aussi, je pourrais peut-être jouer sur la texture ici avec quelque chose comme HDRMT. Peut-être aller chercher un petit peu plus de détails. OK. Un petit sharpening un petit peu là. Alors pour ça, je vais extraire la luminance qui est là. Lui, je vais la réduire ou je vais l'arranger. Bon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on croppe un peu parce qu'il y a encore de la cochonnerie, mais bon. Puis là, je vais aller chercher HDRMT. Alors, HDRMT va agir sur la structure en fonction, bon, plus le chiffre ici, le number of layers est élevé, plus on va agir sur des structures de grosses dimensions. Bon, par défaut, moi, je trouve que les Gaussiens, c'est intéressant. On va appliquer un masque. Donc, on sélectionne uniquement ce qui est relativement brillant, puis le reste, on n'y touche pas. Puis, pour le fun, on l'applique. Mais là, on pourra jouer avec l'intensité maintenant. Ça, c'est nouveau, là. Avant, on n'avait pas de... On ne pouvait pas jouer sur l'intensité de l'action qu'on va poser. Alors là, j'applique, puis je regarde. OK, ça, c'est ce qu'on avait avant.
C'est ce qu'on a maintenant. OK. Avant, maintenant. L'étoile, ben, l'étoile aussi, on aurait pu la protéger avec un masque. Là. Mettons que j'y vais avec 7 maintenant. Les structures un petit peu plus grosses. Avant, maintenant. Mettons 8. On enlève, on applique. Parce qu'on ne veut pas non plus... peut-être que ça serait intéressant. Est-ce que c'est devenu plus brillant? Non, c'est pas si mal. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse 0.8, là. Sinon, on n'aura plus de couleur. Alors, mettons qu'on considère que c'est beau. Fait que ici, on va le sauver. Je vais l'appeler HDRMT 8 G5 sur, mettons, L. On va l'appeler L comme ça. Puis Starless. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recombiner maintenant ce L-là avec la couleur. Donc, la couleur est ici. Je vais en faire une copie parce que là, je vais remplacer. En fait, ce qu'il va falloir que tout ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre une Channel Combination. OK, je vais aller dans le Scilab. Je vais décocher la couleur. Puis je vais remplacer la luminance par le LHDRMT qu'on a ici. Puis cette luminance-là va remplacer celle de la couleur qu'on a là. Et ça va donner ceci. Alors je vais l'appeler ici Channel Combination LHDRMT RGB Starless. Puis cette nouvelle image-là, on va l'appeler aussi LHDRMT RGB Starless. On pourrait peut-être enlever encore un petit peu de bruit avec Noise Exterminator. Bon, là on peut ramener ça à 2 probablement. 0.85 c'est sûrement trop. Peut-être que 0.70 ça va être suffisant. On peut se faire encore une fois un preview pour avoir une action un petit peu plus rapide. Avant, après. Bon, peut-être qu'on pourra l'enlever encore un petit peu plus. Ouais, ça c'est beau ça. Comme ça, on peut enlever le preview qui sert à rien. On peut monter ici, puis on applique. Et voilà. Donc ici, on va avoir Noise Exterminator qui va s'appliquer sur elle. HDRMT, RGB, Starless. Ça, c'est réglé. Ça, c'est beau. Ensuite, qu'est-ce qui resterait à faire? Je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Est-ce qu'on augmente un petit peu? Pas vraiment. Ça, c'est bleu, mais c'est beau aussi. Alors lui, je le garderai en réserve. Ça va être ma couleur. Starless. Puis là, il y a les étoiles ici. Bon. On dirait qu'il y a un petit peu de mauve autour des étoiles. Il y a peut-être deux choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on a besoin de refaire un SCNR? Ça va-tu donner quelque chose? Un petit peu. Donc ça ici, je pourrais faire ça. SCNR sur les étoiles, mettons. Je vais appeler ça Stars, ça va être pas compliqué là. On se simplifie la vie. Ensuite, cette espèce de violacé là, peut-être que je pourrais utiliser... On dirait qu'on a
pas un peu plus de bleu, ah, c'est pas si pire. Il y a un script ici qui peut être le fun, là, qui s'appelle Correct Magenta Stars. On va voir si ça fait quelque chose. C'est-tu mieux? Oui, on enlève un petit peu de magenta. Les étoiles sont plus belles. Est-ce que j'ai besoin de les saturer davantage? Bonne question. Moi, je pense que non. Les couleurs sont belles. Est-ce que j'aurais besoin... Il n'y a pas de bruit là-dedans. Non, je pense que pour l'instant, tout a l'air bien beau. Fait qu'on va garder ça en réserve aussi. En fait, je vais le placer ici parce que je vais en avoir besoin avec l'autre. Puis là, je vais combiner les deux. Je vais utiliser un script qui s'appelle Image Blend, mais on pourrait utiliser aussi Pixel Math. Alors, on va aller chercher ici notre LRGB Starless. OK, on va aller chercher ici nos étoiles. RGB Stars. Puis, c'est déjà en screen. En fait, au départ, on aurait dû faire un reset là, pour être sûr. Est-ce qu'on en a beaucoup? On peut en rajouter si on veut. On va juste faire un... Bon, ça, c'est ce qu'on devrait avoir par défaut. Est-ce qu'on considère que c'est beau, ça? Ben, moi, je dis que oui. Alors, on va appliquer. On ferme le script. Puis, on pourrait l'appeler NGC 2264 LRGB. Bon, moi, je l'appelle Image Blend, là. Version 1. Et voilà. On a pas mal tout ce qu'on veut avec ça. C'était mon résultat. Alors lui, je peux le sauver. On peut sauver le projet. Et puis après ça, ben là, on s'amuse là comme on veut. Bon, c'est sûr qu'on pourrait peut-être cropper ici la... On a peut-être ici quelques petites cochonneries, mais vraiment, ça paraît pas tant que ça. Moi, je les enlèverai pas, là. Peut-être une chose qu'on pourrait faire aussi pour compléter, il existe dans les scripts ce qu'on appelle le Dark Structure Enhance. Ça pourrait peut-être permettre de mettre un petit peu en évidence les zones plus sombres. On peut l'essayer. Vous voyez, ça fait ça que ça fait. Est-ce qu'on trouve que c'est trop? Bon, la question est ouverte. C'est laissé à votre discrétion, là. Voilà, alors c'est fait. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va s'arrêter ici. Puis, je vais vous revenir avec le PowerPoint pour vous montrer comment j'ai pu retravailler d'autres images qui, a priori, étaient pas mal moins intéressantes. Alors voilà, donc on s'arrête ici pour l'instant. Alors, je vous reviens dans quelques minutes. Alors, nous voici à la dernière partie de la présentation. Alors, on a traité ensemble l'image NGC 2264 avec les nouveaux outils de PixInsight. Et là, je vous ramène le résultat. En fait, ça, c'est ce qu'on avait obtenu en 2009 et le résultat qu'on vient d'obtenir avec le nouveau traitement. Alors, je me permets de vous montrer les deux images en séquence. Alors, ça, c'est ce qu'on avait originalement. Et ça, c'est ce qu'on obtient maintenant. Alors, évidemment, on voit une nette amélioration. On pourrait peut-être faire mieux encore, mais pour l'instant, moi, je pense qu'avec la durée d'information qu'on avait aussi, on avait 13 fois 4 minutes, donc 52 minutes. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à des miracles. Mais, en tout cas, selon moi, le PixInsight est passablement performant. Alors, un autre exemple. Alors, je vais reprendre finalement les photos que je vous ai montrées dans la première partie de la présentation, là, puis avant et après. Alors, ici, M106, donc avant à gauche et après à droite. Déjà, avec les petites images qui sont là, on voit une différence. Si on les regarde maintenant en alternance, avant, après. Bon, j'ai croppé un petit peu différemment, mais quand même, on voit beaucoup mieux la couleur dans le bulbe central, puis on voit aussi les bras spiraux en périphérie ici, ce qu'on ne voyait pas tantôt. Un fond de ciel qui est quand même pas si mal. Et puis, petite galaxie ici aussi, d'autres petites galaxies. Les étoiles, on voit quand même un peu de couleur. Moi, ça me semble beaucoup mieux qu'avant. On continue aussi avec M3. M3, je vous disais que le résultat initial me semblait très intéressant. Effectivement, c'est le cas, mais on peut faire mieux encore.
on peut aller chercher beaucoup plus d'étoiles en périphérie de l'amas globulaire. Alors, c'est ce qui nous donne le résultat suivant. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Et on voit beaucoup mieux aussi la petite galaxie qui est ici. Bon, demandez-moi pas quel est son nom, là. Il faudrait que je revérifie dans mes tables. Alors ici, ça, c'est le résultat initial, le résultat final. Plus de couleurs aussi au niveau des étoiles de l'amas globulaire. C'est pas mal mieux. Mais puis le centre n'est pas saturé, ce qu'il fallait aussi éviter naturellement. On a le double amas de Persée ici. Déjà, à l'œil, on voit une différence entre avant et après. On va voir la différence encore mieux ici. Alors ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Alors, on voit beaucoup mieux la couleur des étoiles rougeâtres. Et puis, les autres étoiles ici, les amas, en fait, tout est beaucoup mieux. Puis, le fond d'étoiles aussi est pas mal mieux défini. Alors, on revient avant. On voit quand même des étoiles, mais pas beaucoup. Là, ici, on les voit beaucoup mieux. Puis, en fait, l'effet est beaucoup plus intéressant. On continue avec le M8, la nébuleuse de la Lagune. On se rappelle que c'est pas très long, une exposition de 24 minutes. Le résultat initial, que je trouvais quand même intéressant compte tenu de la faible durée d'exposition. Puis là, quand j'ai obtenu le résultat qui est à droite en bas, là, je suis tombé à terre. La mâchoire m'a décroché. Alors, on avait ça. Et voilà ce qu'on obtient maintenant. Alors, j'ai pas combiné, c'est pas du data combiné avec d'autres data obtenus après, c'est les mêmes 24 minutes d'images que j'avais analysé la première fois. Alors ça, puis avec une caméra qui n'est pas défiltrée en plus. Donc, je pense que les conditions, ça, c'était pris à la rosette. Un espace malheureusement qu'on a perdu, mais qui était à l'époque relativement noir. On continue avec les deux objets Messier, M97 et M108, 20 fois 3 minutes, donc 1 heure d'exposition. La photo originale, bon, on ne voit pas grand-chose. On voit ici un petit peu la nébuleuse planétaire, puis un petit peu la galaxie. Mais si on refait le traitement, on a maintenant quelque chose de beaucoup mieux, avec ici évidemment beaucoup de... Bon, on a un peu plus de couleurs. Dans la nébuleuse planétaire, c'est beaucoup mieux aussi. On voit même les deux petits yeux du hibou, là, c'est vraiment intéressant. Puis les étoiles sont bien définies, avec des belles aigrettes, soit dentaires. On continue avec M35. On va regarder tout de suite l'image initiale. On voit à peine NGC 2158, puis on voit quand même relativement bien l'amas ouvert M35. Mais une fois traité, c'est plus le même monde, là. Alors, si on zoomait, on verrait très très distinctement une quantité incroyable d'étoiles dans NGC 2158. Puis la couleur des étoiles ici de M35, là, c'est très intéressant. Puis si on revient, est-ce qu'on a pris ça avec une caméra défiltrée? Oui. Ça donne ceci. On continue maintenant avec M1, la nébuleuse du crabe, 29 fois 3 minutes, donc on a presque 1h30 d'exposition. Déjà, ça c'est intéressant. Mais encore une fois, les étoiles n'ont pas beaucoup de couleurs, puis on semble en avoir perdu un peu. On va maintenant regarder l'image retraitée. Beaucoup plus de détails à l'intérieur de la nébuleuse. Les belles couleurs, le rouge sort beaucoup mieux. Beaucoup plus d'étoiles aussi dans le fond de ciel avec des belles couleurs. Très intéressant. Alors le trio du lion, cette fois-ci 4 fois 3 minutes. L'image initiale, on ne voyait pas grand-chose. On voyait quand même les deux messiers, mais la nébuleuse ou la galaxie du hamburger, on ne la voyait pas très très bien. Retraité, ça donne ça, ce qui est déjà pas mal mieux. On aurait peut-être pu faire attention pour ne pas surexposer ici l'étoile intermédiaire, mais bon, pour l'instant, c'est quand même... On aurait peut-être pu mettre un peu plus de couleur, sauf qu'avec 12 minutes d'exposition, il ne faut pas exagérer non plus, à un moment donné... on ne fera pas apparaître de l'information là où il n'y en a pas. On continue avec NGC 2903, la galaxie du Lion, 20 fois 4 minutes, donc on a presque 1h30. Au départ, on voyait bien les bras spiraux, en fait, on les devinait, mais le fond de ciel était un petit peu... ça manquait d'étoiles. Okay, les étoiles étaient peut-être pas tout à fait bien définies. On retravaille le tout, et ça nous donne ceci. Alors, une belle galaxie avec beaucoup de couleurs. On voit presque la barre ici, nébuleuse barrée.
Et puis on voit les bras spiraux qui s'étendent ici, on les voit un petit peu plus là, on aurait pu encore retravailler ça, mais bon, nette amélioration. On continue avec M100, toujours avec AT8 FC, 40 minutes. Donc, image initiale ici, on devine M100, on devine aussi d'autres galaxies, parce qu'il y a beaucoup de galaxies dans ce coin-là. Et là, on retraite, et ça donne ceci. Passablement intéressant. J'ai même retravaillé cette petite galaxie-là, là, son zoomé, on voit qu'il y a de la couleur à l'intérieur. Puis les bras spiraux ici, c'est comme M101, mais en plus petit, un modèle réduit. On continue avec la nébuleuse du Croissant. Ici, il n'y a pas beaucoup de différence. Okay? On a quoi? On a 25 fois 8 minutes, donc on a quelque chose comme 3h30 ou presque. Ça, c'est ce que j'avais obtenu avant. Ça, c'est ce que j'obtiens maintenant. Qu'est-ce qui est différent? Un peu plus de nébulosité à l'intérieur. Les détails sont un peu plus fins ici. On pourrait presque distinguer l'étoile double qui est là. Le fond de ciel peut-être un peu plus lumineux et un peu plus, avec des étoiles un petit peu mieux formées. Mais bon, l'amélioration n'est pas aussi nette qu'on aurait pu le croire. Alors, l'anneau de la lyre, M57, là aussi, il n'y a pas énormément de variations ou d'amélioration, quoique un petit peu plus de détails à l'intérieur de la nébuleuse, un petit peu plus ici avec des petites extensions qu'on ne voyait pas tantôt. Puis la petite galaxie spirale ici, on commence à la deviner. Mais si je reviens là, c'est quoi? C'est 10 fois 4 minutes. J'aurais dû exposer beaucoup plus longtemps pour faire apparaître la galaxie. Mais les étoiles sont mieux formées aussi. On a aussi le cocon, IC 5146, 21 fois 4 minutes. Voilà l'image originale, le traitement. On devine le cocon, on voit quand même qu'il est là. Mais il y a des éléments à l'intérieur de cette image-là qu'on ne voyait pas tantôt, c'est-à-dire la petite nébulosité bleue ici, on ne la voyait pas. Puis il y a une espèce d'extension plutôt bleutée en périphérie ici qu'on ne voyait pas non plus. Puis un peu plus de détails au niveau de la structure interne ici. Alors là aussi, donc en moyenne, là, je pense que dans tous les cas, les outils qu'on a maintenant à notre disposition font en sorte qu'on n'a pas intérêt à mettre à la poubelle nos images. On les garde et puis on essaie d'en tirer le meilleur parti possible. Alors voilà, donc merci de votre attention et puis amusez-vous bien avec votre data, votre vieux data. Surtout que présentement, avec les changements climatiques, on a de moins en moins de temps pour accumuler de nouveaux data. Alors pourquoi pas s'amuser avec l'ancien data. Alors à bientôt!